Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à l'utilisation des tests unitaires sur ClickPHP pour tester vos modèles. Alors pourquoi tester les modèles? Tout simplement parce qu'ils constituent la base de la structure MVC. Un modèle qui fonctionne mal va récupérer les informations ou modifier les informations de manière incorrecte et du coup va entraîner des bugs sur tout le reste de votre application. Du coup, en s'assurant que les modèles fonctionnent comme attendu, on évite pas mal de bugs. Donc on verra dans le prochain tutoriel évidemment comment tester les autres parties. Mais la partie essentielle, c'est vraiment de bien tester les modèles, ça évite déjà beaucoup de problèmes. Alors, vous allez le voir, ClickPHP intègre les tests unitaires de manière plutôt sympa. Alors, histoire de vous montrer ça dans un petit cas concret, ce que je vous propose, c'est d'essayer de mettre en place un système d'articles, donc de posts, qui aurait des métas. Donc, lier un petit peu ces deux tables et essayer de faire des méthodes pour sauvegarder et récupérer ces métas. Alors, je vais commencer par... Donc, j'ai commencé par évidemment déployer une application ClickPHP. Donc, je suis ici sur ClickPHP 2.1.3 et j'ai configuré la base de données. Alors, je vais commencer par créer mes tables. Donc, d'abord, je vais créer une première table qui va me servir à stocker les articles. Donc, post avec un S. Donc, cette table, je lui donne un ID, en clé primaire et un auto-incrémente. Ensuite, un champ name qui sera tout simplement le titre de l'article. Ici, je vais mettre 255. Un champ content qui sera ici un texte. Et enfin, un champ created qui contiendra la date de création. Donc là, on va mettre date time. Ok, je ne mets aucune valeur par défaut. Donc je fais quelque chose de relativement simple, c'est vraiment pour l'exemple. Voilà, et je vais créer une autre table donc, que je vais appeler Meta avec un S. Et dans cette table, je vais mettre un champ ID comme d'habitude, en clé primaire et en auto-incrémente. Et ensuite, je vais ajouter un champ Name qui sera le nom de la méta, donc par exemple duration, catégorie, bon n'importe quoi. Donc si le name, ce sera 255 caractères, et pareil, pas de valeur par défaut. Et je crée un autre champ qui sera la valeur de la méta, que j'appelle value, pareil, en varchar de 255. Et enfin, je finis par le post ID, qui me permettra de faire la liaison entre les métas et les articles. Et ce post ID, je le mets en entier, vu que l'ID du post est un entier, et je le mets et je sauvegarde. Voilà. Donc là, j'ai mes deux tables. Maintenant, ce que je vais faire, je vais insérer des valeurs, histoire de pouvoir tester. Donc ça, alors ici, par exemple, je vais mettre un premier article. Je vais mettre mon premier article. Et ici, mon contenu. Et la date de création, je laisse la valeur par défaut. Et ensuite, pour cet article, imaginons si je veux créer des métas. Par exemple, c'est un article qui concerne un jeu vidéo. Donc, je vais dire, par exemple, que l'âge minimum, c'est 18 ans. Si, par exemple, je veux dire que c'est sur la console, mais c'est sur la PS3, donc je vais mettre comme ça console PS3. Et ainsi de suite. Et comme ça, je vais pouvoir définir plusieurs métas. Donc là, ces métas, elles sont associées au post ID 1. Voilà, donc là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu la structure. Et du coup, je vais créer les modèles qui correspondent un petit peu à ces deux tables. Donc au niveau de mon application, je vais aller dans Modèle et je vais créer deux fichiers. Donc le premier, c'est post.php. Donc là, je crée le modèle assez rapidement. Donc c'est un modèle qui va s'appeler post. Et ce modèle, il va avoir public as many, public as many. Et as many quoi? Tout simplement as many méta. Donc il aura plusieurs méta. De la même façon, je vais créer un autre modèle que je vais appeler meta.php. Et ce modèle, ça va fonctionner un petit peu comme post, sauf qu'il va belongs to, public belongs to, et il aura du coup un article, array post. Voilà, donc là on a fait nos liaisons. Maintenant ce que j'aimerais bien faire, c'est dans ma table post, faire une nouvelle fonction qui va me permettre de récupérer toutes les métas d'un article. Et là on s'arrête. Donc le principe, c'est d'utiliser le principe du test driven development. Donc je vais écrire le nom de ma fonction, par exemple public function. Donc là on va plutôt créer une qui permet de setter des métas. Donc on va mettre save meta. Donc cette fonction, on va un petit peu la documenter pour pouvoir se souvenir de comment elle fonctionne. Donc ça va être permet de sauvegarder une méta, ou plutôt des métas. Donc ça prendra comme premier paramètre un entier qui est le post underscore ID. Donc là, ça sera ici l'article. Et en seconde valeur, les métas. Donc les métas, je vais pareil documenter pour savoir comment ça fonctionne.
c'est @param, donc c'est un array, et ça va contenir en fait les différentes méta. Donc les méta vont être de quel format? On va avoir les noms des méta, les valeurs, et ainsi de suite plusieurs fois. Alors, maintenant cette méthode, du coup, il faudrait que je la teste. Alors, si je veux la tester, je serai obligé de créer un contrôleur et de faire des petits tests pour vérifier. Et là, justement, on veut éviter ça. On va utiliser les tests unitaires. Donc, si vous vous rendez au niveau de l'URL de votre application et que vous rajoutez après app/webroot/test.php, vous allez tomber sur cette page qui vous permet en fait de lancer tous les tests qui sont liés à votre application. Donc moi, par exemple, si je vais dans app et que je clique sur test, vous voyez qu'il n'y a aucun test. Donc du coup, je vais en créer un. Donc pour créer des tests, vous pouvez soit le créer manuellement, soit utiliser les lignes de commande. Donc moi, je vais utiliser les lignes de commande, c'est plus simple. Donc je me place au niveau du chemin de mon application et je fais cake, bake, test, et je veux tester un modèle. J'appuie sur entrée, et là on me propose les différents modèles à tester. Donc là, je vais utiliser le modèle post. J'appuie sur 3. Donc maintenant, si vous allez dans votre application dans le dossier test, vous allez ensuite dans case, vous avez ici, vous voyez, la même structure que celle que l'on a dans app. Donc en fait, c'est là où on va mettre les fichiers pour tester les vues, les modèles et les contrôleurs. Donc là, moi dans modèle, vous voyez que j'ai un nouveau fichier qui s'appelle post-test. Alors on va voir un petit peu à quoi il ressemble. Comment fonctionne un test? Donc d'abord, tous les tests vont hériter de cette classe-là, la classe cakeTestCase. Ça veut dire que c'est un nouveau cas de test. Ensuite, vous avez une première variable qui sont les fixtures qu'on verra juste après. Donc ça, oubliez-le pour l'instant, on va revenir dessus. Ensuite, vous avez ici la fonction setup, la fonction setup. Donc cette fonction, elle va se lancer au démarrage de vos tests. Donc elle permet par exemple d'initialiser différents objets. Donc vous voyez ici par exemple qu'elle initialise automatiquement le modèle post qui est chargé tout en haut. Donc ça va permettre dans les autres tests de pouvoir tester un petit peu des valeurs. Donc par exemple, si je veux tester ma fonction saveMeta, je vais pouvoir faire un vis post saveMeta et tester avec une valeur. Donc par exemple ici, pour l'article 1, je vais vouloir sauvegarder comme meta duration 3 et âge par exemple 25, si on a quelque chose qui est limité au niveau de l'âge. Et du coup, hop, comme ça, je vais pouvoir utiliser mon modèle. Donc évidemment, ça ne va pas fonctionner, donc je vais le commenter. Voilà, c'est vraiment la structure de base. Donc vous avez la fonction setup qui se lance au démarrage, la fonction teardown qui se lance à la fin du test, donc pour supprimer des choses qu'on aurait faites, et ensuite différentes méthodes qui permettent de tester des valeurs. Donc toutes les méthodes qui permettent de faire des tests commencent par test et ensuite le nom. Donc par exemple, si vous voulez tester un find, vous faites public function test find par exemple with args. Vous l'appelez vraiment comme vous voulez. Ce qui est très très important, c'est que ça commence par test. Voilà. Alors vous vous dites, c'est très bien, mais le problème c'est comment ça va fonctionner. Parce que là, lorsqu'on va faire nos systèmes de bêta, on va se retrouver avec cette base de données. Alors pas du tout. Justement, quand on veut faire un test, il faut toujours qu'on soit dans le même environnement. Ce qui est gênant si on utilise la base de données de production, c'est déjà que l'on va faire des modifications dans le code, ce qui n'est pas du tout pratique, et ensuite qu'on ne va pas forcément avec tous les collaborateurs avoir la même base. Du coup, on va devoir créer une base de données de test. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas devoir la créer, ça va être beaucoup plus simple que ça. Donc au niveau de votre configuration de base de données qui se trouve dans config.database.php, vous avez une première variable qui s'appelle default, dans laquelle vous stockez toujours la configuration par défaut. Ce que vous allez devoir faire, c'est créer une nouvelle variable de configuration que vous allez appeler test. Ça, c'est très important. Et qui va pointer vers une base de données vide. Très très important aussi, il faut que la base de données soit vide et que ce ne soit pas une base de données que vous allez utiliser, sachant qu'elle va être vidée à chaque test. Du coup, ici, moi j'ai utilisé la base de données test. Donc c'est une base qui est automatiquement créée par WAMP. Mais si vous voulez, vous pouvez vraiment utiliser n'importe quelle base. Donc moi j'ai choisi cette base. Donc vous le voyez, elle est vide, elle ne contient rien. Donc maintenant, il va falloir dire au système les données qu'on veut rentrer pour tester. Donc ces données-là, c'est ce que l'on appelle des fixtures. Et c'est ce que vous voyez ici. Alors, hop, je vais les supprimer et on va créer un premier lot de fixtures. Donc pour les créer, soit vous les créez à la main, ce qui est très très chiant et très très long, soit vous utilisez les lignes de commande. Donc moi, je vais utiliser les lignes de commande. Donc vous faites cake, bake, fixture. Ensuite, ça vous propose en fait de choisir n'importe lequel de vos tables. Donc moi ici, je vais prendre la table post. Donc je choisis 2. Ensuite, il vous demande est-ce que vous voulez importer le schéma pour cette base de données. Donc là, vous répondez non.
Ensuite, est-ce que vous voulez importer les... Donc ensuite, il vous demande si vous souhaitez importer les informations, enfin les enregistrements déjà faits. Vous répondez non. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous répondez oui à un de ces deux options, il se servira de votre base de données de production pour déterminer un petit peu les données. Et ça, c'est quelque chose que l'on veut éviter. On veut rentrer nous-mêmes nos propres données. Donc vous mettez non à ces deux questions. Vous répondez toujours non, sauf si vous voulez évidemment remplir par les informations que vous avez déjà sur votre base de données de production. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc au niveau ici de vos tests, vous avez le dossier case, mais vous avez aussi le dossier fixture. Et dedans, vous avez ce fichier qui vient de se créer, post-fixture. Alors ce fichier permet tout simplement de montrer et de rentrer des informations de base. Donc en fait, il fonctionne avec deux variables. Une variable fields qui détermine la structure de la base de données. Donc là, vous voyez qu'on a en fait l'équivalent des champs que l'on a en base, ni plus ni moins. Et ensuite, records qui contient les enregistrements. Et vous voyez que CakePHP génère tout un lot d'enregistrements par défaut. Donc nous, on n'a pas besoin d'autant d'enregistrements, on va juste en mettre un par exemple. Voilà. Et on va mettre ici mon titre et laisser un contenu au hasard. Voilà. Donc en fait, lorsque l'on va lancer les tests, que va faire Cake? Il va rentrer ces données en base. Et du coup, c'est ces données que l'on va pouvoir tester. Du coup, l'avantage, c'est qu'on les connaît. Imaginons maintenant, je veux tester par exemple le find first. Donc là, je vais faire public function test find first. Voilà. Du coup, ici, je fais un this post find first. Voilà. Et je vais récupérer les informations dans une variable post. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est tester que j'ai bien récupéré les bonnes informations. Donc là, pour récupérer que j'ai bien le premier, donc je vais en mettre un second juste pour le coup. Hop. Donc là, on va l'appeler avec l'ID 2 et on va l'appeler mon second post. Et là, on va mettre une date 2013. Voilà. Du coup, moi, ce que j'aimerais bien faire dans le find first, c'est bien voir que je récupère le premier article. Donc, du coup, c'est celui qui a l'ID 2. Alors, pour tester les différentes valeurs, ça fonctionne un petit peu comme les tests unitaires de base. Si vous regardez cette classe-là, Cake Test Case, ben vous allez voir, ça met un petit temps à charger, vous avez la même chose un petit peu que sur PHP Unit. C'est-à-dire ici, assert equal, assert machin, et ainsi de suite. Donc là, moi, je vais utiliser tout simplement le assert equal. Donc ici, tout ce que je veux vérifier que au niveau de post, ici, que l'ID c'est bien le second. Donc là, je vais mettre this assert equal, que post ID est bien égal à 2. Voilà. Donc maintenant, je vais supprimer, je vais commenter aussi celle-là. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner sur ma page. Je clique ici sur test. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai modèle post. Si je lance, mais il y a un problème. Tout simplement, il me dit qu'il ne connaît pas la table post. Donc évidemment, il ne devine pas tout seul quelle table il doit rentrer. C'est là que les fixtures rentrent en jeu. On va lui dire les fixtures à utiliser. Donc ici, moi, c'est cette fixture-là. Donc on met app.post. Donc pourquoi app? C'est tout simplement pour dire que c'est au niveau de l'application. Si vous avez des choses dans les plugins, vous allez faire plugin, le nom du plugin, et ainsi de suite. Donc là, moi, c'est quelque chose qui se trouve dans mon application. Donc c'est app.post. Et du coup, il saura qu'il doit utiliser cette fixture-là. Donc maintenant, si je sauvegarde et que j'actualise, hop, j'ai une autre erreur. Il me dit qu'il ne connaît pas la table méta. Du coup, je vais créer cette table-là. Donc là, je fais un cake bake fixture. Je crée le fixture pour la méta. Pour les méta, je mets non, non, non tout le temps. Et vous voyez qu'il a automatiquement créé le fichier. Donc ce fichier, pour l'instant, je ne vais mettre aucun enregistrement pour pas court-circuiter un petit peu mon système. Et du coup, au niveau de mon test pour les articles, je rajoute la table méta. Et si j'actualise, vous voyez que le test fonctionne bien. Si ce n'est que j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié le T ici, this assert equal. Voilà, donc vous actualisez et vous voyez, il me dit failed asserting that 1 match 2. Donc moi, en fait, le find first récupère le premier. Donc tout simplement, c'est parce que mes articles ne sont pas organisés de la bonne façon. Donc là, je respecte le principe du test driven development, je change les variables après coup. Donc là, moi maintenant, je veux tout simplement qu'il organise par date de création décroissante. Et pour éviter qu'il confonde avec une autre table, je mets le nom de la table. Donc maintenant, si j'actualise, hop, j'ai oublié le point virgule. Si j'actualise, ben vous voyez que le test fonctionne bien. Du coup, je tombe bien sur le second article. Si vous voulez au passage débugger des informations, c'est possible que vous en ayez besoin, bien que ce ne soit pas forcément conseillé.
Si vous faites un debug à cet endroit-là et que vous actualisez, vous remarquez qu'il ne s'affiche pas. C'est tout à fait normal, vous êtes obligé au niveau de l'URL de mettre et debug égale 1. Et là, automatiquement, vous aurez les debugs qui vont s'afficher. Donc du coup, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est tester ma fameuse fonction SaveMeta. Donc là, hop, je me rapproche et on est parti. Donc j'ai mes deux méta ici et ce que j'aimerais bien faire, c'est évidemment les enregistrer. Alors, histoire de partir sur une meilleure structure, je vais au niveau de mes records et créer deux nouveaux enregistrements. Donc là, hop, on est parti. Un premier enregistrement, je vais mettre l'ID 1. Le name, je vais mettre âge. Âge. Et la valeur, je vais mettre 35. Et le post ID, je vais mettre que c'est lié au premier article. Voilà. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Donc là, en fait, je vais faire deux cas. Je vais tester d'abord de sauvegarder une méta qui n'existe pas, et ensuite je vais faire un second cas où je vais tester de sauvegarder une méta qui existe déjà. Donc là, on est parti. Donc, je vais créer un nouveau test. Donc là, c'est test save meta that doesn't exist. Voilà, alors les noms, vous pouvez être assez créatifs pour le coup. Il faut juste qu'ils représentent ce que font les tests. Comme ça, lorsque vous aurez des erreurs, ben, vous saurez d'où ça vient. Donc là, je vais sauvegarder la méta duration, parce que c'est la méta qui n'existe pas. Et c'est tout. Je ne vais pas sauvegarder d'autres méta. Donc lorsque j'ai fait la sauvegarde, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver la seconde méta. Donc là, je vais faire this, post, méta, find by ID. Donc je vais prendre la seconde. Et je vais vérifier qu'elle correspond bien. Donc là, je vais faire un this assert equal que meta post meta id est bien égal à 2. Voilà. Voilà, donc là, hop, j'ai oublié un petit test. Donc le principe maintenant, ça va être de faire fonctionner cette fonction pour qu'elle corresponde un petit peu à ce que j'ai là, à ce que j'attends. Donc en fait, tout ce qu'elle fait, cette fonction, elle va parcourir l'ensemble des méta, donc en faisant un for each $meta as $name, parce que ça sera en index le nom et la valeur. Et en fait, pour chaque, ça créera une nouvelle méta, donc en faisant un this create, et ensuite ça fera un this say, ça fera un this meta plutôt create, et ensuite ça fera un this meta save, et on va sauvegarder les différentes informations. Donc d'abord, on va sauvegarder le post ID égale post ID. Ensuite, je vais sauvegarder le nom de la méta, donc c'est name, ça sera $name. Et ensuite la valeur value, $value. Hop. Et je m'arrête. Une fois que je suis content, je mets à la limite un return true pour dire que tout s'est bien passé. Donc maintenant, si je sauvegarde, vous voyez bien que mon test fonctionne. Mais ce n'est pas tout. Ici, j'ai juste testé avec des valeurs qui n'existaient pas. Maintenant, ce que je vais faire, je vais écrire un autre test. Hop. Et ce test, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de sauvegarder des méta qui n'existent pas, mais aussi des méta qui existent. Du coup, ici, au niveau, si vous vous souvenez de mon fixtures, je vais essayer de sauvegarder la méta âge et la modifier pour mettre 25. Donc là, je vais mettre âge, par exemple, et je vais mettre 25. Du coup, au niveau du find by ID, je vais plutôt directement chercher l'ID 1, qui correspond à ma première méta. Et je vais vérifier que la valeur, value, est 25. Du coup, que la valeur a bien été modifiée. Donc ça me permet en fait de faire le test que je juge valable. Et donc là, c'est si la valeur existe. Test save meta that exists. Ça devrait sauvegarder la valeur, ça devrait du coup modifier l'âge et sauvegarder en plus la valeur test. Et vous voyez que du coup ce test échoue, alors que le premier marchait bien. D'où l'intérêt de faire plusieurs tests pour la même méthode. Donc si je veux voir un petit peu l'état des méta, je fais this post meta find all pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais là vous voyez quoi? Vous voyez qu'on a la première méta qui a l'âge 35, la seconde qui a l'âge 25, qui aurait dû en fait se fusionner avec celle-là, et ensuite la dernière qui s'appelle test et qui a 4. Vous noterez quelque chose de très très important, c'est que les précédents tests n'ont pas interféré avec celui-là. Chaque test est unique, c'est-à-dire qu'à chaque fois il supprime la base et il la recrée. C'est-à-dire que à chaque test vous avez des enregistrements uniques et des valeurs qui sont égales aux fixtures. Donc vous n'avez pas à vous soucier de savoir si les tests vont interagir les uns avec les autres.
Donc à chaque fois, on repart sur des bases saines et c'est l'avantage qu'offrent les tests unitaires. Du coup, on n'est pas obligé de tester avec une base de production qui n'est pas forcément bien conçue ou qui peut avoir des problèmes. Là, à chaque fois, on teste vraiment avec des valeurs basiques que l'on a rentrées nous-mêmes et que l'on connaît. Du coup, ici, on est sûr que l'ID1 devrait être à 25. Donc au niveau de ma méthode, c'est reparti. Je vais modifier ma méthode jusqu'à arriver au bon résultat. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, c'est essayer de trouver si je trouve une méta qui est associée à ce poste et qui existe déjà. Donc là, on va mettre meta égale this meta find first virgule array et je vais mettre au niveau des conditions que le post ID, post underscore ID, est égal tout simplement à 1. Et ensuite que le nom de la valeur, donc que la valeur name est égale tout simplement à name. Du coup, si je me retrouve avec un résultat, donc if différent de empty $meta, au lieu de faire un create, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un this meta id est égal tout simplement la méta. Donc là, l'idée de la méta, c'est meta id. Donc vu que je vais éviter de surcharger la base de données, je vais préciser au niveau des champs que je ne veux que l'id. Donc là, array id. Voilà. Donc là, au niveau de mon système, ça devrait bien fonctionner. Et dans le else, je vais mettre un thisCreate. Voilà. Donc l'avantage, c'est que je n'ai pas à me soucier de savoir si mon code marche. Les tests unitaires vont me le dire pour moi. Donc là, évidemment, vous avez remarqué que je n'ai pas mis en préfixe, en fait, ce que j'aurais dû faire, le nom de la table, l'alias de la table, tout simplement parce que je vais faire une modif un petit peu plus brutale. Je vais carrément aller dans l'app model et mettre par défaut le public récursive à 1. Donc là, vous voyez, c'est encore une modification qui peut être très lourde de conséquences, parce qu'elle va modifier le comportement sur tous les modèles. Mais avec les tests unitaires, je n'ai pas de souci à me faire. Je vois que même avec cette modification, mes tests continuent à fonctionner. Du coup, si un autre développeur se dit à un moment, ah, tiens, moi j'aurais besoin de modifier la récursivité, et qu'il fait cette modification, il va automatiquement voir qu'il pète vos tests. Et du coup, ça veut dire que cette modification n'est pas bonne, il ne doit pas la faire. Il doit plutôt modifier directement la récursivité au niveau de son modèle. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est tester une autre méthode. On va créer tout simplement dans le afterFind, public function afterFind. Donc là, on va voir un petit peu comment ça fonctionne sur CakePHP, parce qu'à chaque fois je l'oublie. AfterFind, ça prend les résultats et la clé primaire. Donc là, on fait la même chose qu'on a ici. Hop. Voilà, pour éviter de court-circuiter CakePHP. Donc public function afterFind. Et ce que j'aimerais bien faire dans l'afterFind, c'est tout simplement injecter au niveau de mon modèle les méta. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément conseillé, mais c'est vraiment pour les tests. Donc je m'arrête tout de suite et directement je vais au niveau de mon post test et je vais créer la méthode. Donc public function test after find that bind par exemple meta. Voilà, on est parti. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre la récursivité de l'article à 1, ou même à 1. Et ensuite, donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement au niveau de mes articles, ajouter les méta, donc avec un contain. Du coup, vu que je n'utilise pas ce behavior, je risque d'avoir des problèmes. Donc au niveau de mon app model, je vais rajouter un public acts as égale array et j'ajoute le comportement containable. Voilà. Donc vous voyez que du coup, hop, dès que j'ai rajouté ce comportement, tout refonctionne bien. Donc ça me permet au fur et à mesure de m'assurer que tout fonctionne. Sur ce modèle-là, du coup, ce que j'aimerais bien voir, c'est est-ce que les métas sont bien réassociés. Donc là, je vais faire un this post find by id, je vais récupérer le premier poste. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est vérifier qu'en fait, il va injecter les méta au niveau des informations. Donc, il va les injecter comment? On aura tout simplement ici, par exemple, la méta qui correspond à l'âge. Donc là, c'était 35. Donc, globalement, je vais vérifier ça. Donc, on est reparti. Un this_assert equal. Et on va vérifier qu'au niveau de notre poste, on a bien l'âge qui est 35. Voilà, donc évidemment, mes tests ne fonctionnent pas, c'est tout à fait normal. Et du coup, je vais les écrire. Au niveau de mon poste, je vais écrire la méthode. Et du coup, au niveau de mon poste, je vais écrire la méthode. Donc là, je vais récupérer dans les résultats, donc for each $results as $k $result.
Je vais détecter est-ce qu'on a des méta, donc if différent de empty $result de méta. Si on a des résultats, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les injecter au niveau de mon article. For each, je parcours toutes mes méta, et pour chaque méta, je vais récupérer la méta. Voilà. Et en fait, je vais l'injecter dans le tableau en faisant $results de $k de mon article, le nom de la méta, donc méta name, et ensuite la valeur. La valeur, c'est $meta value. Et je sauvegarde. Et vous voyez que du coup, le test passe bien. Pour vous en assurer, si vous êtes un petit peu paranoïaque, vous pouvez faire un debug results et voir bien qu'à cet endroit-là, toutes les méta qui sont utilisées sont ajoutées à cet endroit-là. Vous voyez que l'âge, qui est ici, est bien ajouté directement au niveau de mon article. Bon, c'est un intérêt un petit peu bizarre là, mais voilà, c'était pour vous montrer ce système-là. De la même façon, vous pouvez vraiment utiliser ces tests pour plein d'autres choses. Par exemple, imaginons que vous voulez tester un validate. Public, $validate. Je vais juste vérifier que ça s'appelle bien comme ça. Voilà, validate, et on va dire qu'on veut que le nom, array name, que ça fonctionne comment? C'est array, c'est ça, name, not empty. Donc on va vérifier que notre règle de validation écrite comme ça fonctionne. Donc là, hop, on est parti. Au niveau de mes tests, je vais créer un nouveau test. Et là, je vais l'appeler public function test validate name. Alors du coup, mon système, pour éviter qu'il interfère avec d'autres systèmes de validation, ce que je peux faire, c'est récupérer un enregistrement. Donc si je veux récupérer un enregistrement, je le fais tout au début. Par exemple, ici, je peux faire un this record égale this post find by id 1. Et l'avantage, c'est que du coup, j'aurai mon enregistrement partout où je veux. Donc là, par exemple, si je veux récupérer un enregistrement, je fais record égale this record, tout simplement parce que la variable n'est pas forcément supprimée entre chaque enregistrement. Du coup, ça me permet de garder toujours la bonne valeur. Et ensuite, je fais un record name et je mets un nom vide. Du coup, je vais ensuite essayer de sauvegarder ça, this post save record, et je vais vérifier que ça fonctionne bien en faisant un this assert equal, je veux que la sauvegarde soit égale à false. Donc là, ça serait plutôt un test validate name with invalid value. Voilà, je sauvegarde et au niveau de mon test, hop, je vois que j'ai un petit problème, donc c'est normal, il me dit qu'il connaît pas records, tout simplement je l'ai pas mis au bon endroit, hein. Hop, il va évidemment dans le setup. Voilà, mais j'ai lu ça très vite et du coup, j'ai complètement oublié. Voilà, donc je re-sauvegarde et vous voyez qu'ici, il me sort le résultat alors qu'il devrait me donner un booléen. Donc je descends, je regarde un petit peu ce qui peut se passer. Donc simplement au niveau de mon record, si vous faites un petit debug record, hop, vous voyez qu'en fait en index, j'ai le nom du modèle. C'est ce que j'ai oublié juste ici. Donc faites attention, les erreurs peuvent venir évidemment d'une erreur de votre code, mais il ne faut pas se tromper en écrivant les tests. Donc là, je refais ma sauvegarde, je fais une sauvegarde, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Maintenant, je fais un test validate with valid value. Donc là, j'ai tout simplement à sauvegarder avec un nom qui n'est pas vide, salut. Et du coup, là, pour vérifier que tout se passe bien, j'ai juste après à faire un this post find this post id égale 1. Et ensuite, faire this assert equal et vérifier en fait que notre modification a bien eu lieu. En faisant un this post field, je vais vérifier que le champ de nom correspond bien à mon salut. Salut, point d'exclamation. Donc là, évidemment, ça ne marche pas, tout simplement parce qu'avec ma suppression, j'ai complètement zappé le save. Donc, this post save record. Voilà, je réenregistre les informations. Et vous voyez que du coup, le test fonctionne bien. Donc voilà, là, vous voyez un petit peu comment avec les tests unitaires, donc sans forcément trop se prendre la tête, vous voyez que les tests, on les a écrits en assez peu de temps. Hein, sauf si, si on enlève les explications, ça va encore plus vite. Donc en fait, avec les cake bake, les fixtures, vous les créez vraiment en 2 temps 3 mouvements. Bon, après, il faut retenir un petit peu les associations, c'est ça qui est un petit peu complexe. Mais vous voyez que ça va assez vite. Donc vous avez la possibilité au niveau de CakePHP, donc si vous arrivez sur cette page-là, d'analyser le code coverage. Alors qu'est-ce que c'est que le code coverage? Ça vous donne tout simplement le pourcentage de code qui a été couvert par vos tests. Alors si vous cliquez dessus, vous voyez qu'ici, moi j'ai un coverage de 100%. C'est-à-dire que quand je clique, il me dit toutes les lignes qui ont été utilisées par mes tests. Donc vous voyez par exemple que maintenant si je supprime les save meta et le test after find, hop,
que j'actualise, j'ai un code coverage qui est à 76%. C'est-à-dire que si j'actualise, je vois un petit peu ce qui n'est pas testé. Donc c'est des morceaux de fonction, je ne sais pas s'ils existent ou pas. Du coup, c'est important, du coup, ça vous permet un petit peu de voir les problèmes qu'il y a au sein de vos tests. Donc après, c'est pas une valeur sûre à 100%, hein. C'est-à-dire qu'un test peut être, c'est-à-dire qu'un code coverage peut être à 100%, même si on n'a pas tout testé. Un exemple rapidement, par exemple les validates, ils sont utilisés tout le temps, mais du coup, vous voyez que j'ai un 100% alors que je les ai même pas testés au niveau de mon système. Donc ça vous donne un ordre d'idée, c'est-à-dire que si vous avez un 50%, c'est qu'il y a vraiment un problème, vous n'avez pas tout testé. Mais après, vous pouvez pas vous dire, j'ai 100%, donc c'est fini, j'ai fait tous les tests. La chose qu'il faut retenir, c'est vraiment de tester chaque chose que l'on rajoute. Si vous rajoutez une règle de validation, il faut écrire le test qui va avec. Si vous rajoutez une méthode, il faut écrire le test qui va avec. Donc il faut aussi... Voilà, donc après, évidemment, vous l'avez remarqué, c'est quelque chose ça représente une étape supplémentaire au niveau du code. Mais vous voyez que si vous le faites en amont, c'est-à-dire que vous faites le test et ensuite vous écrivez la fonction, vous savez déjà que ces fonctions-là, et là, il n'y a pas photo, vous savez que la fonction SaveMeta fonctionne. Du coup, l'avantage, c'est qu'au niveau de votre contrôleur, vous n'allez pas vous dire « Ah merde, mon contrôleur ne marche pas, est-ce que ça vient du contrôleur, du formulaire ou du modèle ?» Vous savez que ça vient vraiment de votre contrôleur. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura donné envie d'utiliser les tests unitaires et vous aura montré que c'est pas forcément quelque chose de si insurmontable que ça et que ça peut et que ce n'est pas forcément pénalisant pour le développement. Alors juste une dernière petite note, si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs voient cette page-là, et c'est quelque chose que je comprends tout à fait, il vous suffit au niveau de votre fichier core.php qui se trouve dans config de mettre le debug à 0. Si vous souhaitez garder un debug de 1 ou 2, même en production, ce qui peut paraître bizarre, il vous suffit tout simplement de supprimer le fichier test.php et du coup les gens n'auront pas accès à vos tests unitaires. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux appréhender l'utilisation des tests unitaires avec le framework CakePHP pour tester vos modèles et vous aura permis de voir que ce n'est pas forcément une étape qui est si complexe que ça. Vous voyez qu'ici en assez peu de temps, en utilisant le principe du Test Driven Development, j'ai pu tester mes fonctions avant même de les intégrer dans mon application. Du coup, je sais maintenant que mon modèle et que les méthodes de mon modèle fonctionnent correctement. Du coup, je peux les intégrer dans mon application sans crainte, sans me dire est-ce que ça va bien fonctionner et me lancer dans des recherches un petit peu plus complexes. Donc l'avantage, c'est qu'on interagit vraiment avec des données que l'on contrôle et que l'on peut tester sur tous les environnements. Donc voilà, rendez-vous au prochain tutoriel qui sera sûrement dédié aux tests unitaires pour vos contrôleurs.